Bienvenue. Aujourd'hui, on explore le moteur de jeu Godot. On va s'appuyer sur un article Wikipédia assez détaillé. Notre objectif est comprendre ce qui rend Godot spécial. C'est un moteur multiplateforme, gratuit, open source, licence MIT, Assez unique, non? et il a une histoire, hein. Développé au départ à Buenos Aires par Juan Lignetzky et Ariel Manzour, il est resté close source un bon moment avant d'être public en 2014. Ah, et petite anecdote sur le nom Godot. Ça viendrait de la pièce de Beckett. Comme une quête sans fin d'amélioration, quoi. Oui, et ce passage en open source en 2014, c'est vraiment le moment clé, avec la licence MIT. Ce n'est pas juste technique, c'est une philosophie. Le soutien de la Software Freedom Conservancy au début, puis la création de la Godot Foundation, ça montre bien cet engagement envers la communauté, l'ouverture. C'est crucial pour comprendre son succès. Comment ça marche? J'ai entendu parler de nœuds et de scènes. Exactement. Godot utilise une structure basée sur des nœuds. Pense à des briques. Un élément graphique, un son, un script. Ok, des briques élémentaires. Voilà. Et on assemble ces nœuds pour faire des scènes. Une scène, ça peut être un personnage, un objet ou même un niveau entier. Et elles sont réutilisables. Pratique. Et j'ai lu un truc intéressant, tout est stocké dans des fichiers simples. C'est ça le point fort pour la collaboration. Les scripts, les assets graphiques, tout est enregistré directement dans le système de fichiers. Donc, pour travailler avec Git ou un autre système de versionning, C'est super fluide. Pas de format binaire propriétaire compliqué, juste des fichiers. Ça, c'est vraiment bien pensé. Et cette accessibilité, on la retrouve aussi pour l'éditeur lui-même. Il tourne partout. Linux, macOS, Windows, Android et même sur le web. incroyable. Et les jeux qu'on crée avec, on peut les exporter où? Bah, sur toutes ces plateformes-là et aussi sur iOS. Et il y a un gros support pour la VR et la R, MetaQuest, HTC Vive, etc. Et les consoles? PlayStation, Xbox, Switch. Alors là, c'est un peu différent. Le code spécifique aux consoles, il ne peut pas être open source. Donc, Godot passe par des entreprises tierces. W4 Games, par exemple, qui a été fondé par des figures clés de Godot, s'occupe de ça. Mais le potentiel est là. C'est clair. Parlons un peu programmation. GDScript, c'est le langage maison, c'est ça? Oui, j'ai des scripts. La syntaxe ressemble beaucoup à Python. C'est un gros avantage. Ça rend l'apprentissage plus facile pour beaucoup de gens. Moins intimidant que C++ sain, j'imagine. Exactement. Mais il est optimisé pour le moteur Godot. Et surtout, il a un typage optionnel. Ah, comment ça, optionnel? On peut coder sans type au début, pour aller vite, et puis les ajouter plus tard si on veut améliorer les performances ou la clarté du code. C'est très flexible. Et bien sûr, si on préfère, ou pour des besoins de perf, on peut utiliser C++ ou C# nativement. Et il me semble qu'on peut même intégrer d'autres langages. Via GDE Extension, tout à fait. GDE Extension, c'est la nouvelle manière d'intégrer du code natif. Ça permet d'utiliser Rust, NIM et d'autres langages compilés pour des tâches critiques. Il y avait aussi Visual Script, un système de scripting visuel, mais il a été retiré dans Godot 4.0. Cela dit, il y a des alternatives développées par la communauté, comme Orchestrator. Un autre domaine où Godot a beaucoup évolué, c'est le rendu graphique, surtout avec Godot 4. Ah oui, ça c'est une transformation majeure. Godot 3 a utilisé OpenJSS, mais Godot 4.0, sorti en 2023, a introduit le support de Vulkan. C'est une API graphique moderne, beaucoup plus performante. Et ça change quoi concrètement pour les développeurs? Ça permet de gérer des scènes 3D bien plus complexes, avec de meilleures performances, surtout sur le matériel récent. C'est un vrai bond en avant. Et il ne faut pas oublier le moteur 2D dédié qui est toujours excellent et l'intégration de Jolt Physics par défaut depuis la 4.4. Ça aussi, c'est un plus pour la physique des jeux. Toute cette évolution, ça demande des ressources. Comment c'est financé un projet open source comme ça? Par des dons, principalement, et il y a eu des soutiens importants. Mozilla, Microsoft, même Epic Games et Meta Reality Labs ont contribué sur des points précis. Intéressant. Et un moment marquant, c'était en 2023, avec la controverse Unity sur leur licence. Relogic, les créateurs de Terraria, ont fait un don significatif à Godot. Un vrai signe de soutien de l'industrie. Ça montre que c'est une alternative sérieuse. Et est-ce qu'il y a des jeux connus faits avec Godot pour prouver que ça marche en production, hein? Oui, de plus en plus. On peut citer Cassette Beast, Dome Keeper ou le phénomène Brotato. Ah oui, Brotato. Même Sonic Colors, Ultimate utilisait une version modifiée de Godot. Et des jeux très attendus, comme Slay the Spire 2, sont développés dessus.
Il est aussi utilisé dans l'éducation. Donc ce n'est plus juste un projet de niche. Non, c'est clairement un moteur de production viable et reconnu. Pour résumer, Godot s'impose comme un moteur de jeu puissant, très flexible, fidèle à son ADN open source et avec une communauté hyper active. Son adaptabilité est vraiment impressionnante. Oui, c'est une alternative crédible, robuste et de plus en plus mature face aux géants propriétaires. Son modèle ouvert et sa gouvernance via une fondation, ce sont de vrais atouts pour sa pérennité et son indépendance. Ça rassure beaucoup de studios. Et pour finir, peut-être une question qui dépasse un peu la technique. Comment est-ce que cette philosophie open source, que Godot incarne si bien, pourrait influencer, sur le long terme, les pratiques et les attentes dans toute l'industrie du jeu vidéo? C'est une question intéressante à garder en tête.